من ريو دي جانيرو مدينة السامبا والكرنفال والسهر الدائم، مساء الخير إلى جميع مشاهدي تلفزيون المستقبل في لبنان والعالم. صحيح أن شكل الإنسان من صنع الخالق، لكن الله يحب الجمال، لذا كان على الإنسان أن يوظف قدراته وذكائه ومخيلته ليزيد الجمال جمالا. عراب الجراحة التجميلية في العالم والطبيب الأكثر شهرة بدون منازع، بعصا سحرية ينحت الوجوه من دون المس فيما ورائها، يصحح الشوائب ليخلق بالتالي قالبا يثير الدهشة والإعجاب المفرط. ترددت شهيرات هذا العالم إلى جزيرته الخاصة وخضعت إلى مقصه المذهب، فإذا بكل واحدة تخرج امرأة جديدة. الليلة وبعد انحسار الأمطار لأشهر طويلة جئنا إلى البرازيل والغيث معنا. نلتقي البروفيسور Ivo Pitangui. Professeur Pitangui, bonsoir, et merci d'être avec nous. Dans mon intro, j'ai évoqué la pluie qui est justement venue avec nous de Beyrouth. Nous sommes arrivés ici à Rio de Janeiro, en plein milieu de la chaleur, et nous avons amené avec soi la pluie. Bonheur. Alors j'espère que cette pluie sera un porte-bonheur pour vous et pour nous. Seulement la présence d'un Libanais ami, c'est toujours un bon porte-bonheur. Nous, au Brésil, on aime tellement le Liban qu'on ne sait pas qui est Libanais, qui est Brésilien. Nous avons tellement trouvé que le Libanais et les Brésiliens se sont mêlés dans notre culture qu'il existe énormément une influence bilatérale, je crois, et le Liban est très aimé. Vous êtes le magicien qui, à l'aide d'un bistouri trempé dans la féerie, coupe, opère, reconstitue et pas transforme. Une description plus ou moins féerique, mais avec vous, on ne peut qu'être inspiré, il faut dire. Ivo Pitangui, avant vous, la chirurgie esthétique était un sujet tabou. On ne parlait jamais, ou plutôt il était honteux de parler d'un nez refait ou d'un ventre refait. Avec vous, une révolution psychologique s'est déclenchée chez les gens en introduisant l'idée de la beauté et de l'esthétique. L'ère de Pitangui est celle du renouvellement et du beau. Je présume, ça doit vous faire plaisir. Oui, je crois que j'ai énormément de plaisir de savoir que la chirurgie, elle apporte le bonheur. Mais il faut aussi comprendre que le chirurgien, et moi je suis un chirurgien, nous sommes beaucoup l'esclave de notre créativité, notre forme, la forme qu'on veut créer. On est beaucoup dans l'anatomie et l'orthodoxie de la forme, nous sommes des esclaves. Ça veut dire comme l'artiste qui a la liberté de prendre un peu de la pierre pour être un sculpteur, ou la peinture, ou le marbre. Nous avons un matériel très noble que la chair humaine, qu'on ne peut pas les réinventer. Ça veut dire que dans ce qu'on peut faire, nous avons énormément de limitations. Mais par contre, on a apporté énormément aussi de bonheur, parce qu'un être humain qui n'est pas heureux avec son image, qui n'est pas en harmonie avec soi-même, il n'a pas cette énergie vitale qu'il a besoin pour être en face de son propre monde, son propre Dieu. Ça veut dire la résultante finale de notre chirurgie, c'est quelqu'un qui soit en paix avec son image, qui soit comme ce père, comme les autres. Ça veut dire qu'au point de vue ethnique, il y a dans la chirurgie plastique déjà une implication là qu'on le voit. On ne peut pas changer une race dans une autre. Il a un concept de beauté dans chaque groupe. Mais la beauté pour nous, c'est plutôt ce qui fait celui-là plus heureux, surtout en harmonie avec la partie psychique, la forme d'un côté. Si on prend un être humain, un individu, on a d'un côté la forme. De l'autre côté, nous avons la partie psychique. Nous sommes l'esclave de cette harmonie permanente. L'être humain, quelquefois, il ne vieillit pas bien, il n'est pas heureux avec son image. On peut le faire passer ces périodes un peu difficiles entre la jeunesse et la maturité, ou la maturité au-delà, avec plus de tranquillité. Autrement, on peut se trouver avec un nez qui soit différent de son groupe, ou avec une oreille qui soit différente. Alors, si on le fait comme les autres, on fait quelque chose d'extraordinaire. On le rend similaire. Alors, seulement pour terminer, ce qui appelle la différence, c'est le défaut. C'est-à-dire quand on est comme les autres, ce n'est pas la beauté dans le sens qu'on cherche de faire plus beau,
c'est de faire plus normal. C'est la normalité. De toute façon, j'estime, professeur Pitangui, que la beauté et la laideur sont deux concepts tout à fait subjectifs. Ce que moi je trouve beau, probablement vous le trouvez moins beau, et vice-versa, ainsi de suite. Et en parlant d'harmonie avec soi-même, j'estime que l'harmonie n'est pas uniquement dans le physique. L'harmonie est beaucoup plus dans la profondeur des choses. C'est l'harmonie de l'âme avec soi-même. De toute façon, ce concept, ou plutôt ce point, nous allons en reparler plus longuement au cours de cette émission. Pour l'instant, vous avez évoqué le mot beauté. La beauté pour vous, pour Ivo Pitangui, comment vous la cernez? La beauté, pour moi, je ne peux pas échapper de deux personnages. D'abord, celui qui est un homme sensible, qui regarde un coucher de soleil, un enfant qui sourit, qui regarde l'eau qui tombe dans une feuille, l'équilibre de la goutte d'eau sur la feuille, et je vois la beauté dans tous les sens de la nature. Par contre, je vois la créativité d'un peintre, d'un sculpteur, mais je vois la beauté de l'être humain, que je sens que dans chaque race, il a une forme de beauté. Il a la beauté dans la race nègre, il a la beauté de la race anglo-saxonique, la beauté de la race arabe. Alors les concepts de beauté, pour moi, ce n'est pas celui que j'impose, mais c'est celui que je comprends, qui peut m'aider à aider l'autre. Donc quand quelqu'un vient chez moi et qui cherche d'améliorer sa forme, de faire une correction pour être plus en harmonie, comme on disait avant, avec le reste de son visage, je dois toujours avoir moins de liberté qu'un peintre ou un sculpteur. Parce que moi, j'ai d'abord la orthodoxie de la forme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans chaque race, dans chaque groupe, on a un concept de forme. Alors je ne peux pas le changer. Alors par contre, je peux trouver dans ce que j'ai une façon de l'améliorer. Et cette façon, je dois avoir la sensibilité pour le faire. Mais quelquefois, quelqu'un qui vient à moi, comme vous l'avez très bien dit, les concepts, c'est très subjectif. Il est très bien. Il se croit qu'il a un défaut. Et quelquefois, je ne vois pas ce défaut. Alors, on voit d'abord l'importance de faire toujours de chaque individu son profil psychologique. Parce qu'on va juger, pas seulement dans la forme, mais dans ce qu'il croit qu'il est. Alors, cette interaction que je peux avoir avec l'autre va me permettre de pénétrer dans son âme, dans sa partie psychique. Alors, c'est dans ces concepts que je pourrais l'aider. D'accord. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, la beauté est devenue un phénomène de la société. C'est-à-dire, il a une mode et les gens essaient de suivre cette mode. Il y a parfois des gens qui sont impeccables, qui n'ont aucun problème. Dans le physique, je veux dire, ni dans un problème au niveau du nez, ni un problème au niveau buccal, ni un problème au niveau des oreilles. Mais quand même, ils suivent la mode. Il y a un certain trend qu'elles essaient de suivre, surtout les femmes. Je parle des femmes ici. Et malheureusement, à mon avis, elles s'abîment en essayant de subir une certaine chirurgie plastique. Dans la chirurgie, on ne peut pas suivre ces concepts. Parce que la mode qui est imposée comme concept de beauté, il n'est pas, parce que la mode passe, je dis la cicatrice reste. Ça veut dire qu'on doit avoir les jugements qui dépassent la mode. Les chirurgiens doivent avoir un jugement propre. Et la mode, ça veut dire, la mode peut-être aujourd'hui, on peut dire qu'on a des poitrines un peu plus grandes qu'avant. Ça veut dire que dans chaque moment de la société, qu'un peintre comme Rubens ou Titian ont représenté des femmes qui aujourd'hui sont considérées presque obèses. Mais par contre, dans ces concepts, il existe toujours une forme qui est un peu éternelle, que l'équilibre qu'il un être a en face de soi-même et de son temps. Ça veut dire qu'il avait des moments, si vous regardez les Grecs, on imposait la forme. La forme, par exemple, si on regarde Phidias, les statues, elle a une proportion qui appartient de mento vertex. Si on voit Praxiteles, c'est déjà plus petit, c'était la main fermée. Alors il avait dans chaque période une imposition. Mais les Grecs de l'époque ne ressemblent pas à cette statue. Ça veut dire qu'entre la créativité de la mode, la créativité de fashion et la chirurgie, on doit toujours garder une différence nécessaire pour que l'être humain ne soit pas imposé. Par exemple, on fait une cicatrice d'abdomen. Le bikini était comme ça, on suit le bikini. Demain, le bikini va baisser. Alors, où est-ce qu'il reste, la cicatrice? On doit toujours avoir les bons termes et dans les lignes plus naturelles.
C'est pour ça qu'on doit tous essayer de faire en suivant ce qui est naturel dans l'être humain. Ivo Pitangui, le magicien que vous êtes, croit-il toujours à la beauté naturelle? Oui, je cherche toujours la beauté qui soit naturelle, mais qu'elle soit belle dans sa nature. Ivo Pitangui, vous êtes incontestablement le roi de la chirurgie plastique, celui qui a démocratisé, entre guillemets, cette discipline pour la mettre à la portée de tout le monde. Dites-moi, ce succès fulgurant, comment vous l'expliquez? Donc ça, c'est vraiment, depuis que je suis rentré à presque 40 ans, à peu près 40 ans, je trouve que la chirurgie n'appartient pas à un groupe, n'est pas un privilège d'un groupe. Alors l'être humain est le même. Et l'hôpital général, où, longtemps, on conduit un service pour atteindre la population qui n'est pas payée. J'ai beaucoup appris parce que j'ai vu que l'être simple, ou l'être, c'est dit, un peu plus compliqué, riche, pauvre, une fois que la partie de base, la santé qui est la principale, est bien, il veut, et je répète, être bien en harmonie avec soi-même. Il veut être en paix avec son image. La question d'être d'image, c'est très important. Alors, les gens pauvres, quand on croit qu'ils n'ont pas de vanité, c'est un grand tort. On voit même les Indiens, de la façon qu'ils se peignent, la façon qu'ils se mettent, on voit l'Afrique, toutes les couleurs. L'être humain, il veut toujours améliorer un peu le cosmos. Cosmétologie vient des cosmos, c'est le monde, c'est la partie universelle. Mais dans les contextes de démocratisation, ça c'est vrai. Ça, je suis très fier, parce que j'ai cru qu'il y avait deux fois de démocratisation. La première, de créer un service où les gens qui n'auraient pas payé d'être opérés. Une autre, on ne peut pas opérer toute l'humanité, c'est de créer une école, d'entraîner des gens, de former des gens, parce qu'au fond, on ne peut pas donner les poissons à tout le monde, on peut donner l'hameçon pour le prendre. Et dans ces contextes, je suis très fier que j'ai formé une école dans plus de 40 pays, en train de faire des gens. Et la clinique, elle a un rôle très important, parce qu'en même temps qu'ici, je peux voir les gens, je peux les opérer, j'ai aussi une partie d'enseignement, qu'on peut préparer des conférences, des livres, plus de 800 travaux scientifiques. Enfin, je crois que la démocratisation, c'est une vérité, et c'est obligatoire. Parce que quand j'ai commencé d'apprendre, c'était très difficile. J'étais obligé d'aller aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, de faire une vraie pérégrination pour plusieurs pays, pour après, quand je suis rentré, de considérer que ce que j'avais appris, c'était une responsabilité de faire une division avec d'autres. Vous êtes rentré, vous avez commencé au début, on était marqué en 61, par un incendie qui a ravagé la tente d'un cirque qui s'appelle Panamericano, à Niterói, une ville qui est ici à deux pas de Rio de Janeiro. Vous aviez accouru secourir les personnes atteintes en les soignant, en les greffant, en reconstruisant. Il y avait une centaine de morts, une centaine de personnes brûlées. Il y avait plus de 500 personnes brûlées d'un coup. Ouais. C'est encore la catastrophe plus importante, malheureusement, dans une partie fermée, parce que c'était fermé, le cirque. Et d'un coup, il y a un pyromaniaque qui a vu feu. Et là, on a et dans cette ville, il n'y avait pas d'hôpital. Alors la chose qui était importante, que avec ce que j'avais comme connaissance, avec l'école un peu socratique que j'avais avec quelques élèves, on se déménageait à Niterói, et pendant 6 mois, on s'occupait de tous ces gens. Et ça, je crois que c'était quelque chose de très important pour montrer à notre société, au groupe médical, déjà l'importance de la chirurgie plastique. Ivo Pitangui, au départ, vous êtes forgé une réputation avec les opérations de réduction de seins, en mettant au point une technique spéciale. Ensuite, c'était tout le corps que vous êtes évertué à remodeler, le nez, le ventre, les oreilles, les paupières, sans oublier naturellement le lifting et la liposuction. Quelles furent les opérations qui ont contribué à lancer le phénomène Pitangui sur la scène internationale? Non, c'est très difficile de dire sur soi-même qu'est-ce qui a contribué, mais je crois que je peux dire des techniques que j'avais travaillé et créées. Par exemple, ça c'est un livre que j'ai fait en Allemagne. Dans ce livre-là, longtemps déjà, mais c'est encore classique. J'ai travaillé beaucoup dans quelques principes de base. Là, par exemple, la partie des contours corporels, la partie tout d'abdomen. Là, par exemple, on voit des photos, seulement des photos, on peut voir comme ça, des dessins. Mais dans ces contextes tous,
j'ai essayé de, quand j'ai trouvé une technique ou une solution pour un problème que je n'avais pas trouvé avant, j'ai toujours de partager avec d'autres, de publier des techniques, soit dans des livres, soit des articles. Alors ça arrive que j'ai publié presque 800 articles dans ces techniques, mais je dirais que la technique des réductions mammaires, la technique pour les traitements de déformité de la glande mammaire en général, soit la gynécomastie, l'hypoplasie mammaire, la technique des contours corporels, d'abdomen, beaucoup de phénomènes dans le nez. Il y a aussi beaucoup de choses pour le visage, les aging face, l'oreille. Je travaille un peu dans tous les corps. Je crois qu'avec le temps, petit à petit, on a publié énormément de techniques parce que c'était dans les commencements de la esthétique qui ont aidé beaucoup à nous-mêmes et à d'autres surtout. Le professeur Sa Majesté l'Impératrice Farah Diba fut l'une des premières grandes clientes, grande entre guillemets. Vous l'avez remodelée pour en faire une créature tout à fait sublime. Tout d'abord, parlez-nous de cette rencontre. Non, non, je peux jamais parler, je m'excuse toujours, mais je n'ai jamais dit un mot sur quelqu'un que j'avais opéré. Je trouve qu'un être que j'avais opéré ou pas opéré, et je dois toujours garder, parce qu'au fond... Oui, mais ce n'est pas une nouvelle exclusive ici. Non, mais je vous dis... C'est ça que tout le monde connaît. Oui, mais ça n'importe. Moi, jamais personne n'a entendu rien de moi. Parce que je trouve que la chirurgie plastique, ça c'est très important, que le laïc le sache, c'est une branche de la chirurgie générale comme les autres. Alors moi-même, je n'ai jamais dit qui j'ai opéré, qui je n'ai pas opéré. Alors, non, parce que je ne peux pas dire, parce que je trouvais... Alors, il a ça, quelquefois, c'est le malade même, ou les clients qui le disent, ou d'autres gens, mais moi-même, personnellement, jamais. Parce qu'au fond, je trouve que entre les gens importants, et c'est vrai que j'ai opéré beaucoup de gens d'importance publique énorme, mais énormément de gens normaux. Les gens qui ne sont pas connus. Alors, entre un et l'autre, entre le mendiant et le prince, le beggar et le prince, je n'ai jamais vu une différence. Ça, c'est très important. Il paraît que vous avez pu estomper des défauts plastiques chez le roi Hussein de Jordanie et chez le prince René de Monaco. Les pauvres. C'est la bonne nature, là, c'était. Non, ici, là, vous essayez de vous dérober de la question. Non, non. Youpi Tanguy, la toute dernière question dans cette partie, c'est une question classique mais intrigante. Combien d'Aphrodite et combien d'Apollon vous avez pu créer jusqu'à aujourd'hui? On a parlé d'abord des classiques grecs. Hein. Je crois qu'ils ont créé tous ce que nous aimons. Parce qu'au fond, l'Aphrodite et Apollon, ils restent à notre imagination. Les concepts subjectifs, de les imaginer, c'est beaucoup plus fort de ce qu'on peut faire. Alors je crois que Aphrodite, Apollon, tous ceux qui cherchent cette beauté qui n'appartient pas à moi, mais à l'artiste, ne sont pas des bons candidats. Moi, j'ai mis limitation un peu plus forte que l'imagination, de la créativité, dans la beauté. Ivo Pitangui, le plus grand chirurgien plastique de tous les temps, qui a su arrêter, comme par magie, les outrages du temps, juste après cette pause publicitaire. Restez avec nous. Après cette pause publicitaire, retour à Wara Al-Oujou avec le professeur Ivo Pitangui. Et professeur, dites-moi, quelles sont les limites de la chirurgie plastique? En d'autres termes, peut-on remodeler n'importe quelle partie du corps humain? Malheureusement pas. Mais nous avons énormément de limitations parce que le corps humain, il a toujours un biotype. Chaque être humain est né avec un biotype. Le biotype peut être spécial pour quelques déformations, mais normalement, quelques races, quelques groupes. Mais la chose qui est intéressante, c'est que dedans, chaque race, chaque biotype, on peut trouver la beauté. Et avec vous, la télévision, l'information, la média, des groupes qui avant étaient assez contents avec sa beauté, qui ne sont pas peut-être dans les canons de beauté universelle, sont trouvés envahis par d'images de belles femmes, de Gisèle Bündchen, de Claudia Schiffer, etc. Et d'autres, alors, sont en train d'essayer d'être comme la beauté universelle. La beauté universelle, elle est plutôt dans la poésie de Baudelaire, elle est plutôt dans les contextes poétiques beaucoup plus que dans le contexte organique. Il a toujours de belles femmes, de beaux messieurs, mais
on doit toujours chercher dans chaque groupe l'individu. Alors, si on trouve quelqu'un qui vient me voir et qui cherche d'être remodélé d'une façon comme un autre, supposons qu'il vient me voir, qu'il a un grand nez, il n'a pas de menton, ou il n'a pas de mâchoire, peu de mâchoire, peu de pommettes, une oreille décollée, on peut le transformer totalement. On peut faire de quelqu'un qui a une structure déformée, une beauté. Ou quelqu'un qui est déjà beau, mais seulement un peu dans les mentons seulement, ou un peu dans le côté des yeux, qui est un peu fatigué. On peut toujours transformer pour améliorer. Mais nous sommes vraiment des esclaves de ce que Dieu a fait. On n'arrive pas à la création. On peut améliorer la créativité de Dieu. Ça, c'est déjà beaucoup. Y a-t-il des opérations plus difficiles que d'autres, surtout dans le sens du risque affronté? Il y a des opérations dedans, surtout la partie réparatrice, ou dedans les séquelles, c'est-à-dire des gens qui ont été déjà opérés et qui présentent des problèmes qui sont plus difficiles que d'autres. Mais dans la normalité, dans ce qu'on fait, dans l'anatomie normale, avec le temps, on apprend à faire les choses avec moins, je dirais, de difficulté, mais toujours, il a une émotion créative dans chaque opération. Un être humain n'est pas comme l'autre, un problème, c'est pas comme l'autre. Alors, l'intéressant, c'est même si on opère un nez, on doit l'équilibrer dans ce visage. On ne peut pas faire, surtout nous qui sommes des populations variées, et on opère des gens de toutes les parties du monde. C'est pas comme les groupes anglo-saxoniques, on a presque toujours le même nez, on ne doit pas. On doit toujours adapter un nez sémite, un nez arabe. C'est pas comme un nez anglo-saxon. On ne peut pas faire un visage d'un dans l'autre. Mais il a la beauté dans les contextes. Une beauté arabe, sémite. Il a une beauté dans les côtés anglo-saxons. Il a une beauté nègre. On doit toujours garder dans l'essence de l'ethnie l'essence de la beauté. Alors d'échanger une ethnie dans l'autre, c'est dangereux. Et professeur, ce que moi personnellement, je comprends dans la chirurgie plastique, je ne sais pas si c'est correct, mais corrigez-moi si c'est possible. S'il vous plaît. Il y a 3 genres de chirurgie plastique. Tout d'abord, il y a l'esthétique pour embellir davantage et minimiser le laid. Deuxièmement, l'esthétique pour reconstituer un visage ou une partie du corps afin de combattre les traces d'une maladie de peau, d'infection cutanée, surtout chez les enfants, comme dans un pays tel que le Brésil. Et l'esthétique pour rétablir le physique des victimes d'accidents et d'incendies en faisant des greffes de peau. Est-ce que c'est correct ce que j'ai dit? À peu près. Ça veut dire, j'appelle tous la chirurgie plastique. Alors la chirurgie plastique, plastique au fond, plasticus, en grec c'est la forme. Alors la forme qui a été perdue, soit par un accident traumatique. Nous parlons d'accidents. Aujourd'hui des voitures plutôt, même des guerres. On peut toujours essayer de récupérer la forme qui était... Oui, c'est la reconstruction. Ouais. Mais quand on fait une reconstruction, la première partie, c'est tout à fait fonctionnel. Mais après, on essaye d'esthétiquement être le plus semblable à la normalité possible. Par exemple, il a d'autres côtés, c'est très fréquent, c'est la partie défaut congénital. Un enfant qui est né, on comprend très bien avec une bec de lièvre, très fréquent dans tout le pays. Alors d'abord, on doit fermer, tout le monde le comprend, mais après, quand il va grandir, il va avoir une déformation d'un côté plus que de l'autre, parce que génétiquement, il va développer un peu moins. Et on doit essayer alors de chercher la partie esthétique. C'est comme si c'était presque un nez, mais avec des caractéristiques très proportionnelles. Si on prend un garçon qui a les oreilles décollées comme ça, quand il va à l'école, on l'appelle des Dumbo, on appelle toujours alerte comme ça. Alors, et on va toujours lui donner une position de défense en face de sa petite déformité. Une fois qu'on fait la correction, il n'est pas plus beau, il est comme les autres. Alors, ce qu'on cherche, et c'est le défaut qui le faisait différent. La normalité, il le fait comme les autres. Alors, la chirurgie, dans ces contextes, c'est très compréhensible. Mais si quelqu'un vient chez nous et qu'il a précocement vieilli, il ne se sent pas bien avec son visage. Alors là, c'est tout très subjectif. D'après ce que demain, après-demain, il a un congrès international, je dois parler sur le vieillissement facial. Je vais considérer presque 8000 cas personnels. C'est une population.
Mais la moyenne d'âge entre chez nous, c'est entre 40 et 49. En Europe, c'est plus âgé, 50, 60, 70. Tandis que, mais si quelqu'un va vieillir, et s'il vieillit bien avec ses rides, pourquoi opérer? Il doit vieillir. Sa ride va peut-être l'apporter un moment de bonheur, ou un moment de souffrance qu'il a transformé dans un sourire après. Ça lui montrer les différentes couches de vie qu'il a accrescentées à lui. Ça lui donner plus de sédimentation d'être humain. Mais par contre, il y en a un autre qui, pour lui, ça, c'est un poids. Alors pourquoi pas? Si on n'a pas un ego qui n'est pas tolérant, on doit l'opérer. Alors c'est tout à fait ces côtés psychologiques qui fait la beauté dans la chirurgie, qui fait la grandeur de la chirurgien, c'est de connaître l'être humain. Et ça vient profondément dans la médecine, dans les contextes qui n'a pas de malade, il a un malade. Pas des clients, il a un personnage. Mais entre ces trois catégories-là que je viens d'énumérer et que vous venez de développer maintenant, où ressentez-vous le plus de plaisir une fois que l'opération est terminée? La même chose. Pour moi, si j'opère, et moi, heureusement, j'ai dans ma clinique de tout. Ça veut dire aujourd'hui, par exemple, j'ai opéré toute la matinée. J'ai opéré d'abord un petit garçon qui est né avec un nevus. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est né comme un ours. Il avait ici une tache comme un ours. Alors on a fait des greffes en derrière de l'oreille, on a avancé des lambeaux pour enlever cette tache qui d'abord pourrait se transformer, mais que aussi le mettait d'une position totalement antisociale. Vous avez fait des lambeaux, vous avez dit? Des voisinages. Le lambeau, c'est scientifique qu'on va faire avancer. Quelquefois, on produit des lambeaux aussi avec un ballon qui s'appelle des expanseurs pour gagner de tissu. Mais dans ces cas particuliers, j'avais de la peau pour l'enlever. Alors, on parle de satisfaction personnelle. Alors, une fois que j'ai enlevé cette tache, quand je vais voir ces garçons, je vais le voir après la maturation de cette greffe. À peu près comme les autres, parce qu'on a des petites limitations, mais presque comme les autres. Ça m'a apporté une satisfaction énorme. À moi, à toute sa famille, à ses parents. Mais si par hasard, je vois chez moi quelqu'un qui est une femme sympathique, sensible, qui a 42 ans, et qui, ce passage de sa jeunesse à la maturité, c'est un poids pour elle. Elle ne comprend pas, et si je lui donne l'impression, pas la potion magique de Faust, je pas cette potion magique que le vieux Faust a trouvée pour retrouver la jeunesse éternelle. Mais par contre, je garde l'âme, je n'en donne pas à Méphistophélès. Alors ça, c'est quelque chose qui me donne un plaisir immense quand je le vois après. Qu'elle vient, rarement les gens contents viennent remercier, mais quelquefois oui, et ça donne une satisfaction immense. Parce que normalement, celui qui est content, il doit oublier les médecins, parce que c'est quelque chose qu'on a porté pour lui, ça n'appartient plus à nous. Professeur, la chirurgie plastique est dans votre vie, ressentez-vous toujours le trac en opérant, ou bien cette sensation s'évapore avec le temps? Non, je trouve si on est vraiment artiste, si on est créateur, on sent toujours une petite émotion quand on fait quelque chose. C'est normal qu'avec le temps, il y a beaucoup de choses qu'on le fait avec, on est plus à l'aise, on est plus tranquille. Mais on doit toujours trouver qu'on est en face de quelqu'un différent de l'autre. Et la solution, c'est pas exactement la même, c'est similaire. Mais par contre, quand on apporte quelque chose qu'on considère normal, qu'on a un bon résultat, qu'on voit quelqu'un qui est heureux ou heureuse, on se sent très heureux ou heureuse. Mais quand on voit qu'on peut, parce que la chirurgie, c'est pas, le chirurgien, c'est pas Dieu. On peut avoir des cas plus compliqués, on peut avoir des résultats moins beaux, et ça ne doit pas arriver, mais normalement la médecine, elle a un impondérable. La chirurgie, c'est une chirurgie comme tous les autres. L'anesthésie, il ne faut pas croire que la chirurgie plastique soit un miracle dans la chirurgie. Et socialement parlant, il y a certainement des patients plus importants que d'autres. Mais pour le professeur Pitangui, y a-t-il des patients plus importants que d'autres? Non, j'ai appris ça dans la vie, parce que les contacts que j'ai dans l'hôpital général, par exemple, demain c'est mercredi, je passe le matin, entre les gens plus simples, après l'après-midi, je viens dans la consultation, je vois des gens de tous les parties du monde, du Brésil, toutes les classes sociales, et je vois que l'être humain, en face de son médecin,
il est le même. C'est difficile d'être roi en face de son médecin. Professeur Pitangui, êtes-vous un chirurgien plastique cher ou bien votre prix varie d'un client à l'autre? C'est-à-dire vos honoraires sont fixés selon la tête du client. Je trouve que le chirurgien plasticien doit être médecin avant d'être classifié comme chirurgien d'un cliché. Alors quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, moi personnellement je ne parle jamais d'argent, mais je le vois, je fais d'abord son diagnostic et après j'ai une de mes assistantes qui va l'apporter à ma secrétaire qui parle toutes les langues et qui va discuter parce qu'elle connaît les prix normaux, mais s'il a une difficulté, qu'il ne peut pas le faire, s'il n'a confiance qu'à moi, comme médecin, je mets son l'obligation de chercher l'aider. Et s'il ne peut rien, je l'envoie à l'hôpital général, où je peux l'aider. Je crois qu'on doit aider l'être. De ses mains agiles, irremplaçables, il a su parfaire des corps infiniment désirables. Il s'appelle Ivo Pitangui et ce soir, nous nous avertions à le découvrir. Restez avec nous, nous nous retrouvons juste après cette pause publicitaire. Nous sommes toujours à Rio de Janeiro, rencontrant le professeur Ivo Pitangui. Professeur, dites-moi, un plasticien doit être en même temps un fin psychologue. Ça, vous l'avez dit au début de l'émission, mais personnellement, quelle a été votre approche sur ce plan? Vous est-il arrivé de dissuader quelqu'un de subir une opération et le contraire aussi? Oui, je trouve que j'appelle ça de C avec l'interaction, ça veut dire la compréhension ou la recherche de la compréhension de l'autre, de faire un profil psychologique, je trouve que c'est aussi important comme les profils physiques. Ça veut dire que quand je vois et je reçois quelqu'un, n'importe quel âge, je dois essayer de les comprendre pour pouvoir l'aider. Alors c'est dans cette compréhension entre moi et l'autre que j'ai fait le plan chirurgical. Dans ma histoire clinique, quand on le prend, il a toujours ce que le patient, le client, il le dit. Si vous venez chez moi, c'est écrit dans mon dossier, je suis venu parce que je n'aime pas la graisse accumulée là, et peut-être vous avez un grand nez. Je ne dis rien, parce que cette nez, vous êtes content avec cette nez. Alors ce n'est pas moi d'apporter à vous un diagnostic. Il a les grands respects à l'image. Ça fait que l'opération qui est réussie, ce n'est pas une opération imposée. Elle doit venir de ce que j'appelle des causes internes, dans vous et pas d'une imposition externe. Par exemple, quelqu'un qui travaille comme vous, d'ici à 10 ans, vous direz, voilà, je suis un peu âgé là, mais vous-même, c'est normal si vous voulez faire une petite correction. Mais si vous croyez que cette correction s'est imposée parce que vous n'êtes plus le même, vous n'avez plus la même force, la chirurgie ne pourra jamais vous donner le pouvoir. Il a un tableau que j'aime beaucoup de l'alchimie de Dali, il a les rois et la reine, et quand on voit les rois, on voit que le roi, il n'a que la couronne, il n'a pas besoin d'avoir un corps. C'est que le pouvoir, c'est une autre chose. On ne peut pas le donner à quelqu'un. On peut aider quelqu'un à le garder, ou même on peut garder quelqu'un, aider énormément quelqu'un à faire de son image, de son équilibre, un autre pouvoir. Mais il faut être très, dans les côtés psychologiques, très conscient, très calme pour faire les diagnostics. Et professeur, lorsqu'on a manipulé autant de fois le corps d'une femme, est-ce que l'on peut continuer à l'apprécier et à y porter le même regard? Oui, je trouve que oui. Parce que Dieu n'a fait rien de plus beau que la femme, n'est-ce pas? Après, il a fait d'autres choses, je suis sûr. Mais je trouve que l'être humain qui a eu la chance d'abord d'avoir une mère extraordinaire comme j'ai eu, quelqu'un qui est élevé dans la tendresse d'une femme, il va toujours aimer la femme. Moi, j'ai une femme extraordinaire, je suis marié depuis 40 ans, j'ai 3 enfants, petits-enfants, mais ça n'empêche pas l'essence de la beauté. On peut voir une belle femme et trouver sa beauté comme une source d'inspiration. Ça fait partie de l'être humain. Professeur, vous venez d'évoquer ici le fait comme quoi
Dieu a créé la femme et que Dieu a créé la beauté chez la femme. Et ça m'a fait rappeler Brigitte Bardot. À votre avis, pourquoi Brigitte Bardot, l'une des plus belles femmes de l'univers, n'a pas subi une chirurgie plastique et une opération? Parce que je crois, j'ai connu Brigitte Bardot quand vraiment elle était une beauté quand elle était jeune. C'était une beauté. On le voyait surtout le voir. C'était une chose extraordinaire. Elle éclatait de beauté. Mais je trouve que c'était dans ces contextes. Elle se sent bien avec elle-même. Et je trouve que l'être qui est bien avec son image, il n'a pas besoin de donner à d'autres une satisfaction. Tout cet intime, l'être humain doit être égoïste en face de soi-même, en face de son ego. C'est la seule chose que la société doit le permettre, c'est d'être en face du domaine de son propre corps. Alors je trouve qu'elle a raison, pourquoi s'opérer. Justement. Vous parlez des choses françaises, Margit Yourcenar, pas Margit Yourcenar, l'autre qui a écrit ce livre, Les Amants. Elle dit, moi, il a une femme, il parle d'une autre femme, pas Brigitte, pardon. Il parle d'une femme et dit, moi, je suis tombé amoureux de ton visage défiguré. L'amour n'a rien à voir avec ça. Vrai. Justement, professeur, la chirurgie plastique qui combat l'âge et le poids des années, en éliminant les poches, en éliminant les rides, ainsi que le dessèchement de la peau, arrive-t-elle à combattre les rides de l'âme, les rides de l'intérieur? Vous savez qu'il a, pour répondre à votre question d'une façon presque textuelle, il a longtemps, il est mort, il avait un grand ophtalmologue espagnol qui s'appelait Arruga. Arruga, ça veut dire en espagnol ride. Arruga, c'est ride. Alors là, il s'appelait Monsieur Ride. Alors les comtes, il était un comte espagnol, comte Arruga. Il m'a dit, quand j'ai commencé, il m'a dit, Ivo, je voulais bien opérer les Arruga. Tu crois que tu peux l'opérer? J'ai dit, je regardais, il avait quand même été un peu ridé. J'ai dit, oui, je crois, dit non, Ivo, je ne parle pas de la... Je parle de l'arruga de l'âme, non? Les rides des rides de l'âme. Alors je trouve que les rides de l'âme, tout ce qu'on a subi dans notre vie, si ça c'était quelque chose qui était vécu dans un moment, en connaissance, en plénitude, avec nous-mêmes, on ne doit pas l'enlever. C'est ça qui fait notre passé. Quelquefois les rides conservent un moment d'un passé qu'on doit le garder, qu'on voit les souvenirs, comme la Madeleine de Proust, que la mémoire, quand tu l'as mangée, elle va plus loin que l'intellect. C'est l'endomagie qu'on doit s'enlever et promener. Ça, c'est les souvenirs indélébiles, oui, qui ne s'effacent jamais. Professeur, le Brésil a toujours, ou plutôt, le Brésil a été le premier pays à exporter les transsexuels. Et quel regard portez-vous sur les chirurgiens plastiques qui transforment l'identité de l'être humain et en créent un transsexuel? Vous savez que c'est le contraire. Le Brésil, dans notre expérience, on n'opère pas des transsexuels. Parce que notre loi, et dans ma clinique, tout ce que je pourrais avoir, c'est pas contre l'opération de tout. Je trouve qu'une fois que, parce que les chirurgiens dans les transsexuels, il n'est que l'instrument. Il a un groupe de psychologues, de sociologues, de gens qui étudient l'autre, qui les font s'habiller d'abord comme femmes. Pour ça. Parce que les transsexuels, il n'est pas comme les travestis. Les travestis, il veut voir son pénis, il veut jouer avec son membre. Les transsexuels, c'est quelqu'un qui est né avec une âme de femme dans un corps incarcéré dans un corps d'homme. Alors pour lui, il souffre avec ça. Alors il a besoin de trouver son identité. Et alors c'est monsieur, et pour plusieurs pays, même le service social, qu'on l'a bien étudié, il peut être opéré. Mais chez nous, non. Cette opération a commencé plutôt au Maroc, à Casablanca. Il avait un gynécologue, qui a opéré Coco Chanel, c'est devenu public, qui opérait. Après, notre loi, elle est encore arriérée, là. Elle considère que l'opération est une mutilation. Ça veut dire que j'ai opéré beaucoup de détails de transsexuels, des gens qui étaient déjà opérés, soit pour régler les nez, une cicatrice ou les seins. Mais pour faire l'opération de transformation... Vous ne l'avez jamais faite? Jamais fait. Ici, on ne fait pas. Dans notre pays, il n'existe pas cette opération. Elle est contre la loi. Malheureusement, je dis. Le Brésil a toujours été l'asile par excellence des hors-la-loi. Criminels, bandits, charlatans s'y retrouvent. Certains ont forcément tenté de se métamorphoser afin de commencer une nouvelle vie tranquille
calme, sans être connu. Professeur, il vous est certainement arrivé de recevoir quelques-uns dans vos cliniques. Comment vous réagissez à l'égard d'une telle situation, tenant compte du fait que vous ne pouvez en aucun cas deviner au préalable l'identité de ce patient? Non, non, ça c'est très simple. Je trouve que le chirurgien qui a une bonne éthique, si quelqu'un vient chez lui, il ne va jamais le changer s'il n'a pas quelque chose à faire la correction. Par exemple, si quelqu'un vient chez moi, qu'il a très peu de menton, il a un grand nez, et si je le corrige le menton et le nez, c'est un être normal qui a subi une correction. Alors si par hasard il est un malfaiteur, s'il n'est pas un banquier, je ne sais pas. Mais si on sait que quelqu'un doit être transformé, je ne crois pas qu'un chirurgien dans la bonne éthique, dans notre école de formation, va transformer soit d'impression digitale. Ça ne fait pas partie de la bonne chirurgie de transformer quelqu'un pour transformer. Oui. La chirurgie, c'est fait pour normaliser un visage. Mais mettons l'éthique de côté. Il vous arrive de recevoir un patient qui vient vous demander une métamorphose physique intégrale. Il vous dit justement, j'ai envie de renier mon passé, j'ai envie de tout changer, et pour commencer, j'ai envie de chambarder mon physique et de le remanier. Non, 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 pas du tout. Quand on voit un malade comme ça, ou un patient comme ça, pour moi, il est déjà dans les côtés psychologiques, pas des côtés chirurgicaux. Vous refusez? Non, c'est pas que je refuse. Je vais l'aider, je vais le faire chercher un psychologue ou un psychothérapeute, parce que lui, qui veut tout changer, il n'est pas dedans l'être qui, c'est qu'on a parlé avant, qui est heureux dans son biotype, il ne veut pas changer quelqu'un. Mais dans le cas d'un criminel, il en est conscient. Oui, mais dans les cas des criminels, des gens qui ont changé, qui n'avaient pas un défaut avant, qui ont changé en faisant 2 défauts, ce sont des opérations totalement contraires à la bonne éthique. On ne fait jamais dans cette clinique. Vous n'en avez jamais fait? Non, on ne fait jamais. On ne fait rien, c'est pas moi seulement. Toute mon école ne va jamais déformer quelqu'un. Mais si toi, tu es un criminel, et tu as un défaut, et tu viens chez moi, je ne peux pas avoir l'identité de tous mes patients. Mais si tu as un défaut, j'ai le besoin de ne pas juger l'être. Quand j'ai travaillé dans l'hôpital d'urgence, ça m'est arrivé, c'est un cas qui est un peu comique. J'étais jeune, je faisais beaucoup la chirurgie de la main, il y a un type qui a coupé tous les tendons. J'ai passé toute la nuit en train de le remettre, les tendons en place, et j'avais la masque. Quand j'étais en train de terminer, il y a un collègue qui arrive et dit, mais Ivo, comment tu ne sais pas que ce type-là, c'est un voleur, et il prend comment on dit, le pickpocket, non? Un pickpocket qui prend le pickpocket, on dit, non? Qui prend. Alors j'ai dit un pickpocket. Alors je ne savais pas, mais je ne pourrais pas l'opérer mieux que je l'avais opéré. Mais ce n'était pas à moi de juger. Je ne veux pas qu'il travaille avec la main comme ça. Mais je dois continuer à opérer mieux. Alors je dis au type, c'était anesthésie locale, je l'avais dit, regardez-moi, on m'a dit que vous êtes un grand pickpocket. À l'époque, avant, aujourd'hui, ils ont plutôt le revolver. Je vais enlever mon masque comme ça. J'enlève ma masque. Comme ça, si par hasard, vous me trouvez un jour avec mon portefeuille assez maigre, il ne faut pas le prendre. Hein. Il dit, docteur, je suis aussi professionnel que vous gardez votre masque. Ivo Pitangui, l'homme au bistouri d'or. Ivo Pitangui, l'homme à la touche magique. Nous le retrouverons juste après sa 3e réelle publicitaire pour clôturer cette émission passionnante avec lui. Restez avec nous. Retour à l'émission Au-delà des visages ou Wara al-Wujuh. Nous sommes ce soir à Rio de Janeiro, au Brésil, avec le professeur Ivo Pitangui. Professeur, vous avez aujourd'hui 75 ans. Tous mes souhaits pour une longue vie. Et dites-moi, y a-t-il un âge particulier, un âge limite pour arrêter d'opérer? Je trouve que quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne sait pas quand. Mais si quelqu'un nous dit, ou si on le sent nous-mêmes, c'est le meilleur, qu'on ne fait pas bien, on doit s'arrêter tout de suite. Pendant qu'on fait quelque chose de bien, je trouve que la chose plus importante dans la vie, c'est le présent. L'essence de l'éternité, c'est de vivre le présent d'une façon intense et bien et forte. Et si on aime ce qu'on fait, et si on peut le faire, je
Je trouve que c'est la vraie gloire de la vie. Opérez-vous toujours 5 fois par jour? Non, je n'opère pas 5 fois par jour. J'opère beaucoup. J'opère peut-être, j'ai enlevé le pied de l'accélérateur un peu. J'opère un peu moins, mais j'opère tous les jours ici, d'autres jours de l'hôpital général. Je n'opère pas le vendredi. J'essaie d'avoir le week-end pour ma famille, pour mes enfants, mes amis. Et pour les loisirs Et pour la partie de loisirs et de mon écologie, je m'occupe beaucoup. Je suis aussi académicien, je lis beaucoup, je m'occupe beaucoup d'autres choses. Mais je trouve que d'avoir quelque chose qui soit la chose, le métier, l'essence du métier principal, c'est vraiment très très important. Ça me fait très heureux de pouvoir le faire avec plaisir. C'est-à-dire quand je suis dans mon loisir, dans mon travail, presque le deux, c'est pas quant à l'un, c'est quant à l'autre, à peu près la même chose. Mais par contre, je respecte beaucoup le loisir, je respecte beaucoup le week-end, le long week-end, à partir de vendredi. Il faut recharger les batteries. Parce que l'être qui travaille par imposition tous les moments, mais pour ça, il faut avoir une organisation. Je suis très organisé, mais j'essaye de donner matin ma clinique, parce que je sais que ce n'est pas éternel. Non? On ne va pas durer toujours, mais quand même, on sent dans le côté freudien qu'on va vivre 1000 ans. Mais si on va vivre 1000 ans, quand même 1000 ans, rien, il faut préparer quelque chose. Alors je trouve que la clinique, je commence à donner à la clinique un sens de vie à elle-même clinique. Ça veut dire qu'il a le patient qui a confiance en moi, ils viennent à moi, c'est moi qui les opère, je les vois. Mais quand je ne suis pas là, je suis en train de donner des conférences ou en vacances, je veux bien que la clinique continue. Alors j'ai un groupe de mon équipe qui travaille avec moi depuis longtemps, qui peuvent être là, recevoir, voir le malade, et dans ma philosophie, continuer la clinique. Il m'affiche la directrice générale, on est en train de monter ça depuis 2 ans, et ça marche très bien, parce que je ne veux pas que la clinique se ferme, je veux qu'elle continue. Ressentez-vous toujours le même enthousiasme? Ah, l'enthousiasme, c'est une terre, ça vient un peu des torts de Dieu en soi-même. Hein. Je crois que l'enthousiasme, heureusement, je le sens pour tout dans la vie. Heureusement, je ne sens pas l'âge. Professeur, vous avez une île particulière à Angra, une île évaluée à 20 millions de dollars américains. Sur cette île, l'on retrouve une réserve d'animaux de toutes sortes, de tout genre, regroupant des reptiles, des oiseaux de toutes couleurs, des singes, on dirait une arche de Noé. On retrouve également un aquarium énorme, naturel, avec plein de poissons là-dedans, et on peut y nager en compagnie des poissons. Est-ce que c'est votre manière, à vous, de marquer un retour aux sources, au naturel, à travers la nature et l'environnement? Totalement. Parce que, en plus que la source, moi je crois que tout vient de la nature. D'abord, l'île, elle a un côté édénique, mais malheureusement, le nom géographique, c'est pas ça. Mais ça n'a aucune importance. Mais l'île, c'était pour moi un état d'esprit beaucoup plus que d'autres choses. D'abord, le valeur, pas aucune valeur comme je l'ai eu, il n'avait même pas des routes. C'était la grande valeur, c'est qu'elle avait toute la forêt atlantique, qui est plus riche en biodiversité que la forêt amazonique, intacte. Alors, je n'occupe presque pas l'île, j'ai toute la forêt. Et le grand valeur, c'est que moi, j'ai gardé la nature intacte et j'apportais des animaux qui ont habité dans l'île. Ce n'est pas une chose zoologique, c'est plutôt écologique, dans le sens de faire un sanctuaire, de retrouver des animaux, quelle fois on le voit, quelle fois on ne le voit pas, parce qu'ils sont tout à fait à l'aise dans la forêt, et de redonner à cette région sa vie qu'elle avait avant. C'est vrai que ça me recharge énormément de batteries. Quand je viens dans l'île, j'adore plonger, j'adore être sous la mer. Je trouve que tout ça, ça porte la paix. Professeur, vous avez toujours été un homme mondain, vous avez toujours fréquenté le jet-set international. Comment avez-vous pu concilier entre la vie du chirurgien, où la rigueur, la tranquillité, le calme sont un must, et la vie du mondain brésilien, où l'euphorie nocturne bat son plein? Moi, je n'ai jamais fait le mondain nocturne. Ça veut dire que quand je sortais et quand je sors pour un dîner, j'étais considéré la Cinderelle. Ça veut dire qu'à minuit, je suis déjà chez moi. Je trouve que de boire un verre, c'est sympathique. De boire 3 ou 4, ce n'est pas sympathique du tout. Il faut avoir la modération à tout ce qu'on fait dans la vie. Je trouve que j'ai ce sens d'équilibre. Chez ma femme aussi, un grand point d'équilibre, la famille, les valeurs.
Et je n'étais jamais mondain dans les termes, mais j'aime les gens. Ça veut dire que d'aimer les gens, ça m'a donné l'opportunité de connaître des gens dans tous les parties du monde. Et ça m'a donné beaucoup de plaisir d'être entre eux, des gens de toutes les classes sociales. En parlant de gens, en parlant de communication, on dit également que vous êtes aussi bon chirurgien que communicateur. Vos talents en marketing n'ont pas tardé à donner de l'effet. Quelle a été votre meilleure promotion à votre avis? Non, je suis pas je suis un être que j'essaye de dire ma vérité quand je suis sollicité. Je n'ai jamais eu même pas des relations publiques, de rien. La clinique, je trouve que les choses ont une force en soi-même, naturelle, qui sont beaucoup plus fortes que la force qu'on impose. Je trouve que l'être qui fait quelque chose qu'il aime, de considérer la divulgation avec beaucoup d'éthique, c'est important, parce qu'on voit quelquefois que l'éthique n'est pas bien conservée quand on parle beaucoup de soi-même. Et pendant le temps qu'on a parlé, j'ai essayé de ne pas parler de moi, toujours la troisième personne, parce qu'au fond, la chirurgie, c'est plus important que les chirurgiens. Professeur Pitangui, j'arrive là à ma toute dernière question. Vous avez été choisi parmi les 6 hommes de la science qui ont changé le monde, à côté de Baird, Marie Curie, Einstein, Fleming et Freud. Qu'est-ce que cela vous fait? Donc, je trouve que sa charité, c'est choisir, c'est renoncer. Je trouve qu'ils ont renoncé à beaucoup d'autres qui ont beaucoup plus de valeur. Donc, une fois qu'on était choisi, on n'était pas renoncé. Alors, ça donne une satisfaction très grande et quelqu'un reconnaît notre effort. Mais je ne trouve pas du tout, c'est moi. Il y a énormément d'autres qui méritent beaucoup plus de place que moi. Mais je trouve que pendant qu'on se sent un être comme les autres, on peut vivre la vie d'une façon harmonieuse entre les gens. On dirait heureux comme Ulysse qui a fait un beau voyage. Et vous êtes heureux? Un beau voyage, calme et tranquille. Ou comme celui-là qui a conquis la toison d'or, non? Et qui rentre dans sa pauvre maison pour vivre entre les siens le reste de son âge. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est un poète français, mais ça tombe très bien de ce mauvais débatté. Sur cette note de bonheur et d'espoir, Ivo Pitangui, je vous remercie d'avoir pris part à cette émission. Ça a été un grand plaisir de vous rencontrer. Nous sommes venus de loin, de Beyrouth, pour cette rencontre. Elle en valait certainement la peine. Merci encore une fois. Et si vous souhaitez clôturer l'émission à votre façon, vous adresser à tout un public arabe qui vous suit ce soir. Je présume que le taux d'audimat est assez élevé. Vous savez, les Arabes, oui, ils adorent rester beaux et être beaux, et surtout les femmes. J'ai appris beaucoup dans le monde arabe. Il faut dire que je connais pas mal votre monde. J'ai connu Beyrouth quand Beyrouth commençait. Je me souviens de Madame Sursock, dans sa maison, la châtelaine de Luban, dans Cholet. Donna Maria Sursock. Oui, je me souviens très bien de gens de votre pays. J'ai de grandes admirations pour les Libanais et surtout pour d'autres mondes arabes. Je connais bien les gens du Maroc, je connais rien de Jordanie, je connais bien d'Iran, de Koweït et de l'Arabie Saoudite. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres pays et que j'aime énormément. Je trouve qu'il a une culture dans le monde arabe immense. Et surtout, nous, les Brésiliens, on a subi cette influence très forte. Parce que depuis notre formation, les Libanais, surtout, ils ont beaucoup influencé notre vie d'une façon, je dirais, très créative. Merci encore une fois. J'espère à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.